C'est à vous. D'abord, je réclame donc un peu d'indulgence de la part du public, parce que c'est vrai qu'on a eu des chercheurs, des philosophes, des déconstructeurs, des professeurs, et effectivement, moi, je suis juste un passeur. Et on peut se demander effectivement, mais que passe le passeur? Alors, pour cette intervention, pardon, qui va être très improvisée, puisque je vais rebondir sur ce qu'a dit hier Benoît, enfin son intervention de Benoît hier sur l'instruction, et essayer effectivement, comme d'ailleurs nous en avons tous parlé un tout petit peu hier, parce qu'effectivement, tout de suite finalement, l'instruction de Jean-Luc Nancy, et la manière donc très intelligente donc, dont Benoît Goetz l'a présenté, donc en l'articulant avec notre concept, donc celui d'écume de Sloterdijk, tout de suite, effectivement, ça a fait image. Et donc, voilà, moi je vais donc revenir là-dessus. Et comme je suis un passeur, vous voyez, pardonnez-moi, mais vous allez avoir beaucoup d'images, voilà, peut-être très vulgaire, mais voilà, je vais m'immerger, et je vais vous immerger donc dans cette vulgarité. Voilà, l'instruction. Et j'ai trouvé vraiment, merci d'être intervenu hier, parce que c'est vrai que tu as parlé de quelques projets, et j'étais sidéré il y a quelques semaines quand j'ai ouvert une revue d'architecture, et j'ai vu des projets d'architectes très différents, bon, je vais un tout petit peu les commenter, mais effectivement qui se présentaient donc comme des accumulations, dont on avait vraiment énormément de mal à comprendre comment ils pouvaient être construits, comment ils pouvaient être articulés, qui étaient aussi quelque part, d'ailleurs c'est un peu dommage qu'on ne le voit que comme ça, d'énormes scandales financiers, parce que en fait ce sont des projets qui n'appartiennent pas à une économie de la rétention, mais qui s'inscrivent donc directement dans une économie de la dépense, et donc pour cela même, qui donne beaucoup à voir, vous voyez, à la fois sur l'état de l'architecture et sur l'état de la société. Alors, je vais revenir un tout petit peu, donc peut-être sur l'instruction, bon, à ma manière à moi, quoi, la manière un peu vulgaire d'un passeur. Hein. Et c'est vrai qu'on a vu effectivement que l'instruction, c'était une accumulation, hein, qu'effectivement on pouvait imaginer, hein, donc, en s'aidant du concept d'écume, hein, de voir donc une accumulation dans laquelle eh bien, les choses accumulées, hein, quelque part, refusent voilà, l'être ensemble, hein, refusent le préfixe, hein, refusent le con. Hein. Et effectivement, on a vu, et quelque part, ce texte assez tardif hein, de Jean-Luc Nancy, il fait peut-être écho aussi donc, avec son très beau texte, enfin, un de ses textes instaurateurs, donc la communauté désœuvrée, hein, où il nous décrivait donc une communauté hein, dont les individus, donc la seule chose que les individus pouvaient partager, c'était effectivement qu'ils n'avaient plus rien à partager. Et en réfléchissant effectivement donc sur cette idée hein, donc d'une architecture qui pourrait donc évoquer ou se rapprocher hein, de cette notion de structure, très bizarrement, voilà, c'est la pyramide quoi, qui m'est venue à l'esprit, parce que la pyramide, bon, c'est une accumulation. Hein, et en plus, la pyramide, c'est un bâtiment qui est déjà écroulé. Vous voyez. Donc, le moment hein, de sa construction, eh bien, rejoint hein, dans une sorte d'équilibre hein, le moment de sa réunification. Voilà, c'est quelque chose qui est assez fascinant, parce que dans la pyramide, voilà, il y a beaucoup de choix hein, qui sont opérés par les architectes quand justement ils construisent, hein, comme par exemple donc accumuler hein, ou effectivement séparer éléments porteurs et éléments portés. Hein, ou, par exemple, accumuler ou creuser. Et là, ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est que deux voies, vous voyez, donc totalement incompatibles, hein, celle du creusement et celle de l'édification,
eh bien, elle se retrouve donc dans la pyramide, puisque la pyramide, effectivement, c'est une accumulation, mais après, à l'intérieur, eh bien, les salles, elles ne sont pas construites, mais elles sont creusées dans la masse du bâtiment. Et bien sûr, rien de ce qui peut se passer à l'intérieur, rien de ce qui peut donc s'établir, s'organiser, voilà, à l'intérieur, eh bien, ne sort, n'est visible de l'extérieur. Alors, excusez-moi, mais voilà, j'ai tout de suite vu, par exemple, effectivement, ce projet d'Herzog et de Meuron, la tour triangle. Donc, effectivement, ça fait polémique aujourd'hui parce qu'on parle de tour et de triangle, alors qu'en fait, quand on regarde le projet, eh bien, on s'aperçoit que, d'abord, c'est pas une tour, et puis en plus, on pourrait se demander si c'est vraiment donc un triangle. C'est évident que ça se rapproche plus de la pyramide, donc de ce bâtiment déjà écroulé, et puis ça se rapproche plus aussi peut-être de la montagne, d'une sorte de mouvement tellurique, vous voyez, qui échappe à l'édification, à la construction. Et en plus, donc, ce qui est fascinant dans ce projet, alors, enfin, je ne sais pas si ça va... c'est très lisible dans les premières esquisses de l'exposition qu'on a pu voir à Paris au mois de novembre. Vous voyez, ce qui est assez fascinant dans le projet, c'est que, justement, vous voyez, cette masse, cette pyramide, eh bien, elle est creusée. Voilà. Elle est creusée par les circulations diagonales qui permettent donc d'amener le public dans les différents niveaux et qui renvoient donc à un côté tellurique de l'architecture et bien sûr donc à une opposition entre la masse édifiée ou accumulée et son organisation interne. Notre projet, voilà, dont on a beaucoup parlé, donc c'est la Philharmonie de Paris, de Jean Nouvel. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose. C'est un gigantesque tas. D'ailleurs, un gigantesque tas qui ne joue plus du tout avec la ville, qui ne joue plus du tout avec, comme par exemple le pauvre projet de Porzampar, dedans, si vous voulez, qui cherche à concevoir, imaginer voilà, un espace public, voilà, comme on peut en trouver dans les villes italiennes, vous voyez. Là, on voit très bien, c'est autre chose. C'est quelque chose qui a rapport donc, au mouvement du sol, parce qu'effectivement, ce bâtiment, on le gravit comme une colline, et on était soufflé même quand on monte en haut, si vous voulez. Voyez. Donc il y a autre chose, c'est autre chose que l'architecture. Et en plus, c'est vrai qu'il y a eu donc énormément de retard dans la construction parce qu'il n'a strictement aucune logique constructive. Et donc, ça amène donc à remettre, à faire constamment des choix, à remettre donc l'état d'avancement des travaux en cause. Et bien sûr, vous voyez, la salle, eh c'est pareil. Donc, elle ne répond pas donc à l'organisation du bâtiment, parce qu'effectivement, ce bâtiment, c'est pas une construction, mais là encore, donc, elle est creusée dans la masse tellurique du bâtiment de Nouvel. Et ensuite, bien sûr, ce qui est très beau, c'est que le bâtiment, il n'était pas achevé le jour de l'inauguration. Et donc, on peut penser que ce bâtiment, il ne sera jamais, quoi, vous voyez. Il sera toujours... Et quelque part, c'est fascinant, là encore. Je pense que Jean Nouvel, quelque part, bon, je comprends très bien pourquoi il a réagi, mais je pense que peut-être ça aurait été encore plus fort d'applaudir des deux mains le fait que son bâtiment, quelque part, eh bien, il n'aura pas véritablement de date de naissance. On ne se rappelle même plus quand le chantier a commencé. Et en tout cas, il n'aura jamais vraiment été inauguré. Et puis là encore, donc, le processus d'édification et le processus de réunification, vous voyez, se conjuguent et ne font qu'un. Donc toujours, oui, dans cette architecture, comme l'avait très bien dit donc Chris Younes lors de le remarquable colloque avec Jean-Luc Nancy, je crois, il y a 2 ans à la Villette, c'est évident que cette architecture, cette idée de structure, eh bien, ça renvoie voilà, à une logique du et pas du ou. Voilà. Donc, c'est pas creuser ou
construire, mais c'est creuser et construire. C'est pas dedans ou dehors, mais c'est dedans et dehors. C'est pas achevé ou inachevé, mais c'est les deux toujours donc en même temps. Autre exemple, donc c'est le bâtiment de Copy-Melblow, donc là encore un bâtiment qui vient à peine d'être livré après des années de tergiversation, parce qu'il était le concours a été gagné en 2001 et il apparaît donc maintenant en 2014, vous voyez, donc 13 ans après les premières esquisses, après le concours. Et effectivement, vous voyez, là aussi, vous voyez, c'est un bâtiment voilà, qui n'a pas de forme, qu'on ne sait pas trop comment il tient, voilà, qui a une sorte de relation voilà, extrêmement forte à l'informe, qui a une relation aussi, donc bon, effectivement, on a parlé comme référence de l'écume, mais c'est vrai qu'il a aussi, bon, le nom de Copy-Melblow invite à le penser, vous voyez, une relation avec le nuage, et là aussi, effectivement, le nuage, c'est une figure de la structure avec ces tas de petites gouttelettes d'eau qui n'ont strictement aucune raison d'être ensemble, mais qui sont malgré tout donc côte à côte et qui composent donc cette masse nuageuse. Alors bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce bâtiment, voilà, c'est comme un nuage. Peut-être par moments, il peut ressembler à quelque chose, mais comme un nuage. C'est vrai que dans un nuage, peut-être, on peut voir une bataille peinte par Paolo Uccello, et tout de suite après, effectivement, elle s'efface. Et là, effectivement, c'est un petit peu la même chose, donc un bâtiment totalement informe, qui ne ressemble pratiquement à rien. Et là aussi, vous voyez, donc, on voit très bien dans l'enveloppe cet effet donc, à la fois de convexité, puisque l'enveloppe est convexe, l'enveloppe vitrée est convexe, donc elle entoure l'atrium avec les escaliers, et dans le même mouvement donc, de concavité. Donc toujours, vous voyez l'idée d'un bâtiment à la fois concave et convexe, comme un bâtiment donc à la fois érigé et creusé. Et là encore, vous voyez, donc c'est un bâtiment voilà, qui entretient finalement assez peu de relations avec la vie. On n'imagine pas des espaces urbains autour, mais par contre, qui entretient donc des relations avec le paysage, là, avec l'autoroute, là il est absolument juste, avec la confluence. Et ce qui est aussi intéressant peut-être, mais je ne sais pas si on peut développer, c'est le fait que dans ce bâtiment, quelque part, qui est totalement informe, eh bien, les collections permanentes, eh bien, elles ont trait, vous voyez, avec, disons, tout ce qui fait le fondement, quelque part, religieux, en tout cas, toutes les croyances, voilà, sur lesquelles repose donc notre République, que ce soit effectivement l'égalité, que ce soit effectivement tout ce qui concerne la fondation de l'univers. C'est extrêmement intéressant d'avoir voilà, ces valeurs dans un bâtiment qui ressemble donc ni à une église, ni à une mosquée, qui ressemble strictement à rien. D'autres exemples, voilà, c'est parce qu'il y a énormément finalement. Quand on regarde un tout petit peu, bien sûr, vous pouvez me dire, vous extrapolez, ah ben non, c'est trop facile. Mais là, par exemple, d'autres architectes, des architectes portugais, donc les frères Aires Mateus, voyez, on voit très bien, voyez, dans des projets, dans des programmes, voilà, cela vraiment pas du tout, disons, onéreux, vous voyez, qui appartiennent pas, en tout cas, donc à une économie de la dépense, de l'ostentation. Ce sont des petits programmes, des maisons, des petits équipements, et donc on voit, donc, vous voyez, strictement le même processus de conception qui assimile donc des manières totalement différentes de concevoir, puisque à la fois le bâtiment donc eh bien c'est une érection, c'est une émergence, et puis en même temps, vous voyez, dès qu'on voit le plan, eh bien, il est creusé. Ce sont deux ordres différents, deux ordres incompatibles, voilà, qui sont posés à côté l'un de l'autre, sans jamais véritablement être ensemble. Et quelque part aussi, voilà, chaque pièce
chaque salle, voilà, eh bien, elle se donne, voilà, comme une architecture en elle-même, une architecture en négatif, qui ne vient pas, disons, rentrer dans une unité, qui ne vient pas, donc, disons, remplir, s'affirmer dans une certaine complémentarité, mais au contraire, donc, elle s'affirme comme une sorte de supplément qui met effectivement donc l'unité du bâtiment en crise et qui en fait donc là encore une accumulation, même si ce n'est pas effectivement une accumulation comme nous avons pu en voir tout à l'heure. Bon, autre exemple, la maison à Léra, c'est une maison, et là encore, donc, il y a une partie, comme la partie de l'iceberg, qui est érigée, et puis ensuite, donc, dans cette partie, et même dans le sol, ce qui fait qu'on ne sait pas, quelque part, quand on est dans le bâtiment ou hors du bâtiment, notamment quand on voit les coupes, vous voyez, il y a des patios donc, qui sont au sous-sol, et quand on voit les photos, vous voyez, le patio au sous-sol, on ne sait plus finalement, voilà. Si on est au sous-sol, ou si on est au rez-de-chaussée, ou si on est à l'étage. Autre exemple encore, donc là encore, il est encore peut-être plus pertinent que les autres, c'est la Vitra House de Herzog et de Meuron, et là encore, donc quand on est à l'extérieur, on voit vraiment une accumulation. C'est vraiment donc des pièces qui sont comme extrudées donc, à partir de la figure archétypale de la maison. Et ensuite, ces pièces, donc, elles paraissent donc superposées, jetées les unes sur les autres comme des baguettes de Mikado, alors qu'en fait, c'est vrai qu'elles sont encastrées les unes dans les autres. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on rentre donc à l'intérieur voilà, du bâtiment, on n'a plus du tout donc l'impression d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de l'accumulation, mais au contraire, vous voyez, on a l'impression d'être comme dans un couloir de métro, dans une architecture creusée, comme l'architecture de Petra. Effectivement, il y a tout ce texte très beau, quelque part, de Caillois, qui oppose donc Petra, l'architecture en négatif, l'architecture creusée, donc à l'architecture en positif. Et bien, justement, avec cette opposition-là, elle est quelque part dénouée, voilà, dans ces projets. Donc, il n'y a plus d'opposition donc entre ce qui est de l'ordre du creuser et de l'ériger. Autre exemple, c'est le dernier exemple que je vais vous faire voir avant de passer à autre chose. C'est vrai que quelque part, voilà, bon, on pourrait dire, si vous voulez, que toute construction, vous voyez, eh bien, elle contient en elle-même, vous voyez, les germes de sa structure. Vous voyez, voilà. Toute construction, vous voyez, quand on la regarde attentivement, eh bien, elle contient, voilà, disons, les germes de cette idée d'accumulation infinie, donc entre des éléments plutôt qu'une articulation très claire. Et c'est vrai que quelque part, il n'y a pas plus articulé, il n'y a pas plus construit que la Villa Savoie de Le Corbusier. Mais c'est vrai qu'on peut, en cherchant, ou en extrapolant, vous me direz, mais on peut voilà, trouver quelque chose qui se rapporte à la structure. Quand on voit effectivement, vous voyez, la forme du solarium, la forme courbe du solarium, qui vient donc contaminer donc, l'ordre des pilotis, eh bien, effectivement, là, peut-être, il y a quelque chose qui peut être en rapport avec la structure. Mais en fait, cette maison, j'ai surtout montré, vous voyez, pour en parler d'une autre, voilà, totalement étonnante, voilà, incandescente. C'est la Wall House 2 de John Ashdock. Donc c'est une maison à l'origine donc totalement théorique. Il avait fait simplement donc une maison mûre. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il avait, disons, il avait déhiérarchisé complètement, disons, le rapport du mur à la cloison. Et effectivement, ce qui l'intéressait, c'est d'imaginer voilà, des espaces intérieurs creusés, vous voyez, comme le solarium de Le Corbusier, mais au lieu de ces espaces intérieurs creusés
voyez, de les entourer par une membrane, eh bien, il a préféré donc retourner la maison comme un gant et faire des murs séparatifs qui coupent l'espace de la maison en deux, et au contraire, ensuite, avoir comme des hernies, voyez, donc ces espaces grotesques, voyez, qui sortent donc en porte-à-faux, donc au-delà du mur et des circulations. Voilà. Et là encore, voilà, c'est une maison qui est totalement étonnante parce que on pourrait dire, voilà, effectivement, c'est une maison qui est totalement centrifuge. Voilà, c'est une maison qui exprime donc qui exprime parfaitement son intériorité, mais quand on est à l'intérieur, pas du tout. Voilà. On est en porte-à-faux presque constamment, hein, mais on se sent donc complètement enfermé. Puisqu'il n'y a pas de grande baie vitrée. Mais quelque part, la villa de Corbusier était beaucoup plus centrifuge. Effectivement, on était dedans et on était livré donc, au paysage. Tandis qu'ici, voilà, on ressent, voilà, hein, comme dans une certaine, disons, dans une certaine à la fois souffrance, mais qui peut être aussi quelque chose de l'ordre du plaisir, dans une souffrance à la limite du plaisir, voilà, qu'on est à la fois enfermé et dehors, qu'on est les deux, là, vous voyez. On est enfermé dans des boîtes, dans des espaces organiques, vous voyez, hein, avec des fenêtres qui dictent parfaitement le regard, parce qu'il y a très peu de fenêtres qui permettent de voir le ciel. Vous voyez, on regarde le sol, on regarde quelques éléments du paysage, mais on n'est jamais livré au paysage. Et en même temps, donc, on sait. Voilà, qu'on est donc délocalisé, vous voyez, hein, on sait qu'on est déporté, donc hors les murs de sa propre maison. Alors, pour terminer, comme je suis enseignant, c'est effectivement peut-être je ne suis plus passeur qu'enseignant d'ailleurs, mais comme je suis un passeur, donc je travaille avec des étudiants, et avec mes étudiants, justement, donc, on a réfléchi ces dernières années, donc, ce que pourrait être effectivement donc une architecture de l'instruction. Voilà. Comment définir donc des protocoles de projet qui permettent de struire donc au lieu de construire. Et donc il aurait été demandé de faire 3 projets, un projet très localisé donc sur les quais là près du parc de la Villette, une maison totalement délocalisée dans la nature, et puis une chaise. Et chaque fois, donc, définir, vous voyez, une approche qui permette effectivement de rassembler des conceptions totalement opposées de l'architecture. Et là, par exemple, effectivement, c'était l'idée d'ériger, d'extruder, vous voyez, donc chaque fois la parcelle, donc la parcelle donc, en bordure du canal, hein, la parcelle de la maison qui était une parcelle carrée, hein, où la dimension de la chaise qui était donnée, tout est extrudé, et puis ensuite, donc, hein, c'est creusé. Et à partir de là, effectivement, essayer d'imaginer voilà, de nouveaux types hein, d'habiter, essayer de repenser un petit peu les choses, peut-être voilà, plus en termes justement de séparation, d'enclave, hein, que d'un espace, disons, totalement homogène, hein, d'un espace totalement isotrope. Et imaginer effectivement donc hein, des grands espaces communs, mais bien sûr séparés de la ville, à l'intérieur de l'îlot d'habitation, et puis ensuite des pièces qui viendraient se greffer à la périphérie de ces centres communs fermés, et puis enfin, donc, dans les zones sombres, hein, tous les espaces servants. Donc, pareil, même idée pour la maison, et même idée pour la chaise. Voilà, autre exemple, hein, donc là, c'est travailler à partir de gigantesques plateaux extrêmement épais, vous voyez, pas des planchers, hein, et arriver justement donc à essayer de concevoir voilà, un espace habitable, peut-être dans la lignée des projets radicaux italiens comme Archizoom, qu'on a plus ou moins vu hier. Vous voyez. Essayer de penser donc, un espace habitable où, justement, vous voyez, la césure de la cloison hein, ou du mur
serait donc totalement absente. Et en fait, ce seraient de gigantesques plateaux servants qui seraient donc ensuite creusés par des espaces, disons, singuliers qui détermineraient donc les polarités à l'intérieur de ce bâtiment d'habitation. Voilà, pareil, là c'est une image de la maison. Donc, pas de cloisonnement, pas de cloisonnement, mais simplement effectivement donc des sols qui sont ou des plafonds qui sont creusés, ou la chaise. Ou là encore, vous voyez, un autre exemple. Là aussi, si vous voulez essayer de penser donc la séparation, mais sans justement passer par le mur ou la cloison, en imaginant effectivement des éléments porteurs qui seraient donc soit extrêmement denses et rassemblés, soit au contraire donc très dilatés, pour avoir donc juste deux types d'espaces, des espaces intenses et des espaces dilatés. Et repenser là encore donc l'habiter donc à partir de ce type de protocole de projet. Voilà, et pour finir, donc, un projet qui peut rappeler effectivement le projet de John Hejduk, ce sont des espaces intérieurs qui sont définis en positif et qui viennent donc en partie, qui rentrent en partie donc dans une enveloppe et qui en sortent. C'est comme une sorte de plan de Nolly, mais dans les trois dimensions de l'espace. Et c'est ce qui permet effectivement d'essayer de repenser donc l'îlot d'habitation, ou au contraire la maison, ou au contraire le fauteuil. Voilà! Vous allez me dire, mais à quoi bon tout ça? Est-ce que vraiment il n'y a pas une sorte de vulgarisation de la pensée de Jean-Louis Nancy, vous voyez? Mais en fait, non, je ne pense pas. Je pense qu'il est vraiment essentiel, voilà, aujourd'hui, d'ailleurs pour n'importe quelle discipline, si vous voulez, voyez, de travailler donc sur ces frontières, voilà, sur ces limites, voyez, surtout pas de rester dans son centre, voyez, entre ces murs. Là. Il faut absolument, donc, quand on fait de l'architecture, quand on fait de la philosophie, quand on enseigne l'architecture, eh bien, se positionner donc à la limite donc de sa discipline et invoquer donc sur cette frontière l'altérité qui permet véritablement la pensée et le projet. Je vous remercie.